l'université de Nantes et elle est titulaire de la chaire UNESCO dédiée aux pratiques de la philosophie avec les jeunes. Elle est l'auteure de plusieurs manuels pour les professeurs des écoles, dont je cite le titre « Aborder la philosophie à partir d'albums de jeunesse », paru en 2016, ou encore « L'enfant, la littérature et la philosophie », paru en 2015. Et je rajoute, j'en ai parlé dans mon préambule, qu'elle a également écrit un petit Platon dédié à Jean-Jacques Rousseau, moi Jean-Jacques Rousseau, ce moi-je qui la caractérise. Et nous allons maintenant lui donner la parole, sinon elle va me la prendre de C'est gentil ça, je suis pas sûre. C'est une privature, ne t'inquiète pas. C'est avec toute la bienveillance que nous t'écoutons. Oh, merci beaucoup, merci Nathalie. Bon, je suis ravie. D'abord, je suis ravie aussi d'intervenir à côté de mon maître, mon mentor, Michel, à qui je dois tout. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Je commence ma conférence là, ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est une image qui est tirée d'un documentaire qui s'intitule « Ce n'est qu'un début ». Que je vous conseille vraiment, qui raconte 2 années d'expérimentation dans une école maternelle de la région parisienne. Et alors je commence toujours par montrer cette image parce qu'on voit dans le dispositif mis en place ce qui est sûrement la meilleure façon de pratiquer la philosophie avec les enfants, puisque c'est mon dispositif. Puisque Michel Salzville est reparti au Québec, donc je peux dire que ce dispositif-là est beaucoup plus efficace que les romans de Mathieu Liman. Je plaisante, bien sûr. Non, mais ce que vous voyez, c'est que vous voyez, bon, il y a Pascaline la maîtresse, il y a les enfants qui sont en cercle, et vous avez vu, les albums sont au centre. Voilà. Les albums sont mis en réseau d'albums, et d'albums de littérature de jeunesse contemporaine, puisque je privilégie, si possible, dans ma pratique, les albums contemporains, la création littéraire contemporaine, Solotareff, Ponty, Angerer, etc. Même si vous allez voir, j'utilise aussi des classiques, des adaptations de classiques, mais... voilà, moi c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer moi-même les ateliers de philosophie dans les écoles primaires. Alors je rappellerai un peu en préambule, Nathalie, de façon beaucoup plus provocatrice que je ne vais le faire en début de colloque hier après-midi, a rappelé à quel point il y avait un paradoxe dans cette rencontre absolument a priori improbable entre le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. Dans tous les systèmes d'enseignement dans le monde, il n'y a pas d'exception, on philosophe officiellement quand on sort de l'enfance. Voilà. Et la première fois que j'ai entendu parler de l'existence de la philosophie avec les enfants, c'était dans les années tout début 2000. Mon premier réflexe, je le dis toujours, ça a été extrêmement de mépris et de condescendance. Genre n'importe quoi. On philosophe en terminale, attention. Voilà. Et on philosophe aussi, je le rappelle toujours, je crois que je l'ai dit hier, dans les terminales des lycées généraux et technologiques, mais pas professionnels. La philosophie est une chose beaucoup trop sérieuse, beaucoup trop rigoureuse, voilà, pour que ce type de public, enfantin, etc., puisse sérieusement et légitimement s'en emparer. Bon, 2 choses m'ont fait, vous pensez bien, radicalement changer la vie. D'abord, c'est ma fille, qui à l'époque a 4 ans, et qui me demande si le premier homme avait une maman, pourquoi table, ça se dit table et pas chaise, à quoi on reconnaît qu'on aime vraiment quelqu'un, etc., etc., etc. Et la deuxième raison, c'est ma rencontre avec Michel Tozzi, parce que donc justement, quand même un petit peu, justement étonnée par l'existence de ces pratiques, étonnée par les questions de ma fille, j'ai décidé de m'y intéresser, et c'est en assistant à une conférence avec Michel que j'ai décidé de m'emparer, voilà, de ce sujet qui est devenu mon sujet. La rencontre entre l'enfant, la littérature et la philosophie. Parce qu'il y a quelque chose qui est véritablement philosophique chez les enfants. Alors ça ne suffit pas à faire de la philosophie, mais c'est le commencement, c'est la source, c'est l'étonnement devant le monde. Aristote dit ce qui distingue fondamentalement l'homme des autres animaux, avant toute chose, avant même le langage, avant toute forme de pensée, ce qui distingue l'homme des autres animaux, c'est la capacité à s'étonner.
c'est le pourquoi, c'est le comment, hein. Bon, on l'a souligné déjà plusieurs fois, donc ça ne suffit pas à faire un exercice philosophique, mais on retrouve dans les questions des enfants ce qui est à l'origine de toute pensée, et notamment de la pensée philosophique. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est vrai que pour reconnaître à l'enfant la capacité à la fois de lire de la véritable littérature en termes de création littéraire, mais aussi de reconnaître à l'enfant la capacité de philosopher, il y a vraiment une concordance, hein, ça je vais essayer de montrer dans ma thèse, il y a vraiment une symétrie entre le développement d'une littérature de jeunesse véritablement ambitieuse, subtile, intelligence à destination du jeune public, mais aussi le développement de la pratique de la philo avec les enfants, c'est-à-dire que ça repose sur la même représentation culturelle du monde de l'enfance. Et cette représentation culturelle de l'enfant qui est capable de lire de la grande littérature et de philosopher, c'est dans les années, en gros, 1970 qu'elle se déploie. Hein, donc voilà, la philosophie avec les enfants se développe sous des formes très diverses. On a vu quelques-unes de ces formes justement lors de ce colloque, hein, et ça se développe partout dans le monde, d'où la possibilité d'avoir une chaire UNESCO qui coordonne les énergies au niveau international, et elle est désormais de plus en plus préconisée de façon officielle dans les différents programmes des écoles élémentaires, là aussi partout dans le monde. C'est vrai en France, c'est vrai en Belgique, c'est vrai en Suisse, c'est vrai au Luxembourg, c'est vrai dans d'autres pays à l'international. Bon. Alors moi, quand je me suis intéressée à la philo avec les enfants et que j'ai décidé aussi tout de suite de mettre la main à la pâte, hein, parce que ça ne peut pas être pour moi de recherches qui sont déconnectées d'une mise en pratique, c'est vraiment de la recherche-action. Mon réflexe de prof de philo, et le premier atelier que j'ai fait, c'était dans un CP, et tout à l'heure, il y a une collègue qui a dit, prof de philo, qui a dit j'étais tétanisée de mon premier atelier philo en 6e. Moi, j'étais tétanisée, hein, mon premier atelier, c'est CP, enfin, je sais pas, on ne sait pas faire ça, hein, Clara, le prof de philo, l'enfant, c'est pas... Bon. Et mon réflexe et mon obsession, c'était, mais sur quel texte je vais pouvoir partir? C'est l'habitus du prof de philo. Quel auteur? Quel texte? Bon. Et comme je me suis dit que, voilà, là, vous voyez mon hypothèse, hein, on ne peut pas apprendre à philosopher sans texte, sans médiation culturelle, sans auteur presque, hein, qui permettent une mise à distance, une problématisation de la notion travaillée. Et comme je me suis dit que peut-être les auteurs classiques de philosophie, Heidegger, Kant, Husserl, étaient peut-être trop difficiles pour des enfants de CP, quoique nous allons voir, en tout cas moi dans ma pratique, hein, je n'hésite jamais, quand l'occasion s'en présente, hein, de parler des auteurs. Moi j'adore ça. Voilà. C'est mon métier, hein. Je suis prof de philo. Donc moi, dès qu'un enfant me dit un truc, je dis ah, d'accord, j'adore. Et puis qu'ils ressortent, tu vois, quand tu disais l'étonnement, les enfants, ils n'ont aucun rapport au chef-d'œuvre, aux classiques, aux auteurs. Les enfants, ils te disent bah, Kant, Platon, Heidegger, etc. Voilà. Et c'est un vrai bonheur pour un prof de philo, pas de voir cette culture qui est désacralisée, mais qui est démocratisée véritablement. Bon. Alors, bon, comme je me suis dit quand même à l'époque que Heidegger et Kant c'était peut-être trop dur, surtout pour moi aussi, pour ma première séance de philo avec les enfants, je me suis dit que c'était peut-être par la littérature. Par la littérature qu'on pouvait commencer à aborder cet enseignement rigoureux. Alors il se trouve aussi que dans mon histoire professionnelle, j'ai toujours travaillé les liens entre la philosophie et la littérature. Mon mémoire professionnel à l'IUFM, en 1989, portait sur l'utilisation des références littéraires en cours de philo terminale. Donc c'est une vieille histoire, hein, pour moi, ce lien entre la philosophie et la littérature. Et ce que j'ai essayé de faire d'une certaine façon, c'était juste de transposer ce que je faisais déjà comme professeur de philosophie avec la littérature au monde de l'enfance. Donc je suis allée voir du côté de la littérature de jeunesse, que je ne connaissais absolument pas non plus à l'époque, hein. Pour moi, c'était Martine et Choupi, quoi, en gros. Hein. Maintenant, ben, je ne savais pas. Voilà. Il a fallu, là aussi, j'ai une fille, voilà, Adèle, donc je suis allée voir Claude Ponty. Bon, et pour découvrir un continent dont j'ignorais complètement l'existence, et pour voir ben, justement qu'il y avait à disposition des enfants une création littéraire riche, subtile, complexe, qui abordait des questions délicates, qui les abordait sans moralisme, qui les abordait de façon implicite, de façon intelligente, et qui pouvait être un tremplin, un support, une médiation, pour leur permettre, je l'ai mis là, d'avancer dans cet apprentissage rigoureux. Là, je vous ai mis une trace écrite, c'est une classe que je suis de maternelle, à Creil, voilà, et vous voyez, mon trace écrite, hein, des œuvres pour nous aider à réfléchir. Voilà, ça c'est vraiment une des finalités de l'atelier de philosophie aussi,
par rapport à la littérature, c'est de permettre aussi aux enfants d'avoir un autre regard sur la littérature qui n'est pas seulement informative, qui ne permet pas seulement de divertir, aussi elle peut servir à ça, aussi la littérature, mais qui est aussi un regard qui nous éclaire sur nous-mêmes et sur le monde dans lequel on vit. Alors, depuis plus de 15 ans, près de 18 ans maintenant que je travaille sur le sujet, ce que je peux dire, je pense qu'il y a 3 raisons principales qui font que la littérature est une médiation particulièrement riche pour apprendre à philosopher avec les enfants. Alors là, je rigolais un peu tout à l'heure en disant c'est la meilleure façon de faire. Bon, j'en suis un petit peu persuadée quand même, mais c'est pas la seule façon, évidemment, de pratiquer les ateliers philo. On peut pratiquer les ateliers de philo avec les enfants sans support littéraire. Là, je vous parle de mes recherches et de ma pratique, donc je vais axer sur cette pratique-là à partir de la littérature de jeunesse et quand même axer sur pourquoi la littérature pour philosopher. Qu'est-ce qu'il y a dans l'expérience littéraire qui est particulièrement riche dans une didactique du philosopher. Donc pourquoi alors la fiction pour philosopher? Je mets fiction parce que c'est ce que je vais dire sur la littérature, je pense qu'on peut le dire du cinéma aussi quand il est une œuvre artistique, bon, une œuvre d'art. D'abord, ça je vais dire des choses que les spécialistes de la littérature connaissent par cœur, mais la littérature, elle ouvre à tous les possibles et nous permet de mieux comprendre le réel. Ça, c'est une collection de philo pour enfants. Un fil art, c'est quoi l'imaginaire? Il n'y a pas de civilisation sans fiction. Il n'y a pas humanité sans fiction. Dès qu'il y a humanité, il y a un besoin d'inventer des histoires. Pourquoi? Pourquoi la fiction est consubstantielle à la condition humaine? Alors ça, je me base beaucoup sur Ricoeur, sur Paul Ricoeur. Et une des raisons, dit-il, c'est que justement la fiction n'a pas pour fonction de nous évader du réel. Mais bien au contraire, la fiction a pour fonction de donner du sens à notre expérience du monde. Elle est, je reprendrai la formule de Ricoeur, un immense laboratoire où les hommes peuvent expérimenter dans ce monde fictionnel tous les possibles. Bon. Et ça, dit Ricoeur, il y a un pouvoir extraordinaire de l'imaginaire. C'est-à-dire que je peux tout vivre dans l'imaginaire. Ce que le réel, évidemment, ne me permet pas parce qu'il est extrêmement limité, la fiction me le permet. Ricoeur dit par exemple, et il écrit ça, il est déjà extrêmement âgé, il dit « Si je prends ma vie, mon expérience du monde, tout ce que j'ai pu vivre réellement, moi, dans mon existence. Qu'est-ce que je connais de la condition humaine? Qu'est-ce que je connais de la condition humaine? Il dit, pourtant, je suis un homme qui a une vie riche, comme on peut dire. Je fais des voyages, j'ai fait des rencontres, je sais plein de choses de ce qu'un homme peut savoir sur l'existence et le monde. Mais en même temps, je suis née dans une époque particulière, dans un pays particulier, dans une famille particulière, et parmi tous les possibles qu'un homme peut vivre dans une existence, je n'en ai vécu forcément qu'une infime partie. Je ne connais rien, en fait, de la condition humaine. Je ne connais rien. Bon. Et il dit, par exemple, je n'ai jamais commis de meurtre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas vous, hein, Nathalie, pas encore. Alors, Althusser a tué sa femme à 80 ans, donc c'est pas encore perdu, mais bon, voilà, par exemple, c'est quand même quelque chose dans la condition humaine. Voilà. Et Ricoeur dit, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, dit Ricoeur, en lisant Crime et Châtiment, et en m'évadant dans ce grand laboratoire de l'imaginaire qu'est ce roman-là, je peux toucher par procuration les tourments du remords, et donc je peux le penser. Je suis légitime pour penser cette expérience du monde, non pas parce que je l'ai vécue, mais parce que l'imaginaire, le grand laboratoire de l'imaginaire m'ouvre à cette expérience. Bon. Et évidemment, avec les enfants, ça prend encore plus de sens. Plus on est petit, plus on a une expérience du monde qui est limitée. La famille, le quartier, les pères, les parents, etc. Et donc la littérature, elle donne aux enfants des outils de problématisation, de montrer la complexité, l'altérité, ça ouvre. Voilà. Et ça, c'est une grande richesse pour la philosophie. Oh, j'y avais pas pensé. Aucun enfant, aucun adulte ne s'est retrouvé dans la situation dans laquelle se retrouve Yacouba. Vous voyez? Ou même Antigone. Et qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? C'est quoi être juste? C'est quoi être courageux? Tiens. Donc ça, vous voyez, cette ouverture sur le possible, c'est une grande richesse pour l'exercice de la philosophie. Et Ricoeur dit que donc, la fiction a ce qu'il appelle une fonction référentielle.
Vous voyez, là, la fiction littéraire ou cinématographique n'est pas seulement de l'ordre de l'imaginaire, c'est-à-dire une évasion du réel, mais bien au contraire, elle dispose d'une fonction référentielle qui nous renvoie à notre expérience du réel et au monde dans lequel nous vivons, et qui peut même nous dévoiler des dimensions qui sont insoupçonnées de la réalité. Là, le premier exemple que je vais vous donner, parce que j'ai toujours illustré avec des propos d'enfants qui sont issus des différents corpus de mes recherches, les enfants n'ont aucune difficulté avec cette fonction référentielle de la littérature. C'est-à-dire qu'ils comprennent presque instinctivement, en tant que petits hommes, voilà, que la fiction a cette fonction d'éclairer le réel. Bon. Premier exemple que je vous donne de propos d'enfants, on est dans une séance en CM1 sur la question de grandir. Qu'est-ce que c'est qu'être une grande personne? À quoi on reconnaît qu'on est devenu grand? Je fais toujours les ateliers philo durent toujours sur un mois, c'est un thème un mois, qu'on ait bien le temps justement de problématiser la réflexion sur la notion. Bon, là, c'est grandir, être une grande personne. Je commence toujours par leur demander, je vous invite à en faire l'expérience aussi, à quel âge on est grand. Ça, ils donnent des âges, et ce qui est intéressant, c'est de soulever après les critères. Qu'est-ce qui fait que tu as dit 12 ans? Qu'est-ce qui fait que tu as dit 18 ans? Qu'est-ce qui fait que tu as dit 4 ans? Qu'est-ce qui fait que... Quels sont les critères de ça? Et puis une autre question, mais alors là, ça, je vous préviens, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup plus mal, c'est à quel âge on arrête de grandir pour vieillir? Bon, et là, c'est... Mais là, l'exemple que je vais vous donner, il est tiré de la première séance de notre séquence sur grandir, et la question que je pose aux enfants, déjà, c'est pour vous, est-ce que c'est bien de grandir? Est-ce que c'est bien d'être grand? CM1, donc ils ont 10 ans. Bon. Unanimement, ils me répondent comme d'un seul homme, d'abord dans un premier temps, oui, parce que quand on est grand, devinez quoi, on peut faire tout ce qu'on fait. Bon. C'est normal, bon, ils sortent ça, tu disais, Nathalie, on va avoir des opinions toutes faites. Oui, dans un premier temps, mais tu le fais avec des adultes, ils disent la même chose. Bon, enfin, donc, dans un premier temps, réflexe, quand on est grand, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon. Et là, je voudrais juste vous montrer un exemple d'un petit garçon qui va problématiser cette affirmation, ce lieu commun, si on peut dire. Bon, c'est Florian. Il est tout seul, Tout le monde a dit, c'est bien de grandir, on peut faire tout ce qu'on veut. Florian, il lève la main timidement, puis je reviendrai après ce timidement, et vous allez voir comment il problématise. Là, ce qui m'intéresse, vous allez voir, c'est comment il argumente. Florian. Ouais, mais il y en a qui ne veulent pas grandir. Parce que, comme Peter Pan, il ne veut pas grandir. Il y en a qui ne veulent pas grandir. Parce qu'ils disent qu'on prend trop de responsabilités quand on est grand. Alors, je reviendrai sur la rigueur philosophique de cette affirmation, de cette prise de parole de Florian, mais là, ce qui m'intéresse, et je pense que vraiment ceux qui ont fait l'expérience des ateliers philo à partir de la littérature en témoigneront, aucun enfant ou aucun adulte dans la même situation n'interviendra pour dire « c'est n'importe quoi ton exemple, il n'existe pas Peter Pan ». C'est-à-dire que les autres enfants disent « ah bah oui, il y a Peter Pan, il ne veut pas grandir ». Et puis après, ça vient, ouais, puis grandir, c'est vieillir. Et vieillir, c'est mourir. C'est pas si simple que ça. On y va. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que les enfants, sans que, en tout cas moi, peut-être que la maîtresse, etc., elle a travaillé cette dimension du personnage avec eux. Moi, je ne le fais pas en philo. Moi, je leur lis l'histoire et puis après, on attaque la question. Mais là, la référence à cette figure emblématique, à ce personnage, pour prendre une notion qui est chère aux travaux de Nathalie, là, incarne un désir ou une angoisse qui est constitutif de la condition humaine et en ce sens-là a la valeur de vérité. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que le personnage littéraire a plus de valeur argumentative que l'expérience personnelle. Parce que si Florian avait dit « moi j'ai peur de grandir », bon, c'est un exemple particulier. Peter Pan, il incarne. Il y a un côté universel dans le personnage qui donne une force et une profondeur à l'argument qui est avancé par l'enfant. Voilà, Peter Pan qui incarne. Je donne la phrase de Ricoeur que j'adore, les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Je vous montre un autre exemple là. Quand j'interviens dans une école, le premier atelier philo, je le fais quasiment toujours à partir du même texte. C'est une adaptation du mythe platonicien que certains connaissent, qui est l'Anogigès dans la République, qu'on trouve dans de nombreuses adaptations jeunesse. Il y a des albums, là, vous le voyez sur le PowerPoint, il est aussi dans les philofables
de Michel Plickmal. C'est un classique en philosophie, mais c'est aussi justement un mythe platonicien qui est souvent repris dans la littérature philosophique pour enfants. Je vous montre aussi cette expérience de pensée. Comment ce grand laboratoire de l'imaginaire, cette évasion dans le grand laboratoire de l'imaginaire, peut permettre aux enfants de revenir au réel pour mieux l'éclairer. Pour ceux qui ne connaissent pas donc, l'anneau de Gygès, Gygès est un berger. C'est dans la République de Platon. Gygès est un berger, un simple berger. Un jour, il y a un orage, un tremblement de terre. Et le sol se fende. Et donc Gygès peut voir ce qu'il y a sous la terre. Il descend sous terre et il trouve le cadavre d'un géant. Et le cadavre du géant porte une bague en or. Gygès s'approche du cadavre, dérobe l'anneau et remonte sur terre. Bon. Il va à une réunion avec ses camarades bergers. Et il joue avec sa bague. Il joue avec sa bague et machinalement, nous dit Platon, il tourne, vous voyez, le chaton de la bague vers l'intérieur de la main, et ce faisant, nous dit Platon, il devint invisible à ses voisins qui parlèrent de lui comme s'il était parti. Alors, les plus grands disent « Ah, c'est comme le Seigneur des Anneaux, oui. » Tolkien, Platon, non, voilà. Ou Harry Potter, oui. Étonné, évidemment, Gygès, il devient visible, il retourne la bague, il redevient visible. Donc, il découvre ce simple berger qu'il a en sa possession un anneau qui a le pouvoir de le rendre invisible quand il veut. Et je dis aux enfants, je vous lis la fin tout à l'heure, mais d'abord, je vous pose 2 questions. Première question, vous allez voir, presque classique en termes de littérature, on peut faire ça en disant de littérature sans forcément peut-être faire de la philosophie, bon, voilà. À votre avis, que va faire Gygès ? Un peu, voilà, imaginez la suite, la fin de l'histoire. À votre avis, voilà, vous avez un berger, il découvre une bague qui rend invisible, qu'est-ce qu'il va faire ? Comment ça va se passer ? Comment ça va se terminer ? Et deuxième question, et vous ? Et vous ? Si vous aviez la bague, pendant une journée, imaginez, grand laboratoire de l'imaginaire pour explorer les limites du bien et du mal, hein, vous savez de Ricoeur. Je vous laisse 30 secondes, vous. Vous feriez quoi ? Invisible. Nathalie, invisible pendant une journée. Alors, bon, je laisse réfléchir. Bon. Après, on revient en grand groupe. Ils ont oublié complètement la première question. Ils se sont concentrés sur la deuxième. Non. Et vous allez avoir, et c'est normal, je l'ai fait, je pense que je suis pas loin de l'avoir fait une centaine de fois, Gygès. Ah ouais, donc je pense que je suis un peu une spécialiste mondiale de ce que disent les enfants sur s'ils étaient invisibles une journée. Et en gros, évidemment, vous vous entendrez pas, ils donnent à 90% des exemples de transgression de la loi. Je sais pas l'exemple qui vous est venu spontanément, vous. Bon, voilà. Alors, je vous ai mis une trace écrite. Là, ici, vous voyez, le livre qui nous a fait réfléchir, voilà, si j'étais invisible, alors je reprends les exemples, aller dans des endroits interdits, donc l'espionnage, sous toutes ses formes, hein, voilà. En fonction des âges, vous avez des variantes, par exemple, l'espionnage, les petits, c'est-à-dire 7-8 ans, vont à l'école pour écouter ce que les copains et les copines disent de moi quand je ne suis pas là. Les ados vont dans le vestiaire des filles. Les adultes, quand on le fait, parce qu'on peut évidemment faire Gygès avec les adultes aussi, les lieux de pouvoir, et les parents vont à l'école voir les enfants aussi, petite souris. Mais les adultes, c'est les lieux de pouvoir. Donc vous avez l'espionnage sous ses différentes formes, le vol. Ah oui, les enfants, c'est les bonbons, les ados, c'est les objets, les adultes, c'est l'argent. Mais bon, la fraude, la triche, voler dans les magasins, conduire une Ferrari, voilà. Tricher au jeu, récupérer les objets confisqués par la maîtresse, faire le tour du monde gratuitement, sortir en cachette sans que mes parents me voient, écouter les conversations des autres, faire peur, tricher au jeu, désobéir, etc., etc., etc. Bon, en vert, vous avez une pastille, c'est sauver des gens. C'est ça, à la fin de la journée, si j'ai le temps, je sauve des gens. Mais bon, en attendant... Donc, et c'est normal, vous allez avoir au tableau des différentes catégories. Alors, une grande catégorie avec les enfants, c'est désobéir aux parents, transgression alimentaire, vous voyez, conduire une Ferrari, sortir le soir, etc. Des transgressions qui sont plus sociales, voler, par exemple, et des transgressions un peu morales, comme l'espionnage. Vous voyez, 3 grandes catégories de transgressions. Et le moment philo, il commence quand on va questionner les exemples qui sont donnés par les enfants. Alors, trois questions principales, vous allez voir, ça se déroule sur un mois, c'est une séquence, donc je résume, mais évidemment je vais extrêmement vite.
Pourquoi les adultes vous interdisent de faire tout ce que vous voulez? Vous voyez, là on part des transgressions qu'ont données les enfants. Je le fais toujours un peu de façon provocatrice avec les enfants. Alors, ils vont pas à l'école un jour-là. Ils t'obligent d'aller à l'école. Tu peux pas conduire la Ferrari. Tu peux pas manger de Nutella la nuit. Mais pourquoi ils font ça? Je dis aux enfants, imaginez, vous avez une journée, vous faites tout ce que vous voulez, pile, c'est ce que les parents vous interdisent. Pas sympa les parents quand même, hein? Pourquoi ils font ça? Alors, bon, je n'ai pas le temps, hein, mais vous avez... Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de réponses qui sont unanimes aussi. Vous allez avoir vraiment un débat. La première idée qui arrive, enfin, heureusement quand même, c'est que les enfants se rendent compte... Mais il y a des enfants pour qui c'est la première fois, qu'il y a une méta-réflexion sur ça, c'est que les parents interdisent par amour. Je résume, hein, voilà. C'est-à-dire que la loi a une fonction de protection. Ce serait dangereux s'ils ne nous interdisaient pas. Et donc, ils veulent nous protéger, ils nous protègent parce qu'ils nous aiment. Bon. Après, vous avez l'idée de responsabilité. Ce n'est pas seulement par amour. C'est aussi parce qu'ils sont responsables, les majeurs, les mineurs, etc. Et puis, vous avez aussi, ça arrive, hein, et ça arrive souvent, des enfants qui ont déjà conscience parfois de l'injustice des lois. Les lois ne sont pas toujours justes. Parfois, c'est arbitraire. Il y a des enfants qui disent « c'est pour nous embêter ». C'est pour nous embêter. Donc vous avez déjà toute une problématisation autour de la loi, ne serait-ce que déjà dans la famille. Amour, protection, mais aussi arbitraire. Et injustice des lois dans le milieu familial. La deuxième question que je pose, à quoi ressemblerait un monde sans loi? Et là on interroge la fonction de la loi dans la société. Là je vous le fais vite aussi, hein. Mais on arrive, en gros, hein, quand même, en tant que philosophe, c'est toujours assez étonnant. Vous avez Hobbes et vous avez Rousseau, hein. Dans la discussion philosophique. Hobbes, parce que vous avez l'idée qu'un monde sans loi, ce sera un monde de violence, l'homme est un loup pour l'homme, voilà, et que la première fonction de la loi, c'est la protection, c'est la sécurité, c'est l'ordre. Ça, c'est quand même la première idée qui arrive. Et puis la deuxième idée qui arrive, c'est que régnerait dans un monde sans loi la loi du plus fort. Et que la loi, elle permet aussi de protéger les plus faibles contre les plus forts, et qu'elle permet pas seulement la sécurité, mais elle permet aussi la justice et l'égalité. Je vous fais vite, hein. Voilà. Mais on arrive à ça, et on arrive aussi à la distinction entre le légal et le légitime, parce que les enfants disent aussi, mais c'est pas parce que c'est une loi que c'est juste. Non. Donc, vous voyez, hein, des séances extrêmement riches là aussi, avec cette deuxième question. Et la troisième question, dans la vraie vie, on arrête avec l'invisibilité, mais dans la vraie vie, chez les enfants, ça vous arrive d'être tout seul à la maison, dans la rue, à l'école. Est-ce que vous allez forcément transgresser les interdits, faire ce qui est interdit, quand vous êtes tout seul? Alors, il y en a qui disent oui. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de voler, de tricher, d'espionner? Alors, première réponse, hein, il y a des enfants qui disent « mais si je suis sûre de ne pas être pris, je le fais ». Oui, bon. Donc, ou alors, je ne le fais pas parce que j'aurais trop peur d'être pris. Bon, très bien. Et puis, il y a des enfants, et c'est là que je vais vous montrer un deuxième exemple de propos d'enfants. Je les vois, hein. D'abord, c'est pas forcément les mots qui pensent, hein, c'est le corps aussi. Hein. Les enfants qui disent, je les titille, hein, je dis, allez... Un des exemples, par exemple, les plus provocateurs que j'ai eu quand je leur ai demandé « Vous faites quoi si vous êtes invisible ?» C'est un enfant, il me dit « Mais moi, je vais dans le cirque et je pousse le funambule. » Meurtre gratuit. Voilà, funambule. Bon. Il y en a qui tuent la maîtresse aussi. Bon, mais bon, là, c'était le pire que j'ai eu. Hein. Meurtre gratuit. Alors là, je prends les exemples les plus provocateurs. Je dis « Allez, t'es tout seul dans le cirque et tu peux le pousser, le funambule. » Alors il me fait « Ouais, mais non, ils vont me retrouver, les traces ADN et tout. » Je dis « Non, non, t'es sûr, ils vont pas te retrouver, tu peux le pousser. Qu'est-ce qu'il peut... » Et puis là, voilà, le corps, il pense parce qu'il faut « Ah non, parce que je serais pas... » Tu sais, quand même, après, je me sentirais pas... Tu te sentirais pas comment? Qu'est-ce qu'on peut ressentir si on transgresse la loi? Vous voyez où je veux en venir? Et là, Anna, 6 ans. On est à ce moment-là. Dans la vraie vie, est-ce que vous feriez... Voilà, qu'est-ce qui peut vous empêcher de transgresser la loi et les interdits, non? Anna, 6 ans. Bien sûr que j'aurais envie de faire des bêtises, mais je ne ferai rien de tout ça car j'ai la loi en moi. Et là, c'est je dis quand tu sors de ce corps tout de suite. Je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. 5 ans. Voilà. Juste pour remettre la vérité de la phrase d'Anna, j'ai appris après que la mère d'Anna était avocate. Bon, je pense, vous voyez, c'est normal. Bon, voilà. Mais bon, la loi en moi.
Mais là, ici, c'est la conscience morale. Et ça, c'est important, parce que de dire aux enfants, la loi, c'est pas seulement l'extérieur, c'est pas papa, maman, c'est pas seulement la maîtresse, c'est pas seulement les gendarmes, parce que c'est la loi, pour eux, dans un premier temps, c'est de l'extérieur qu'elle vient, fais pas ci, fais pas ça. La loi, elle est en moi, c'est l'autonomie, la grandeur de la morale. Tu parlais de morale, hein. La grandeur de la morale, c'est pas l'obéissance à la loi extérieure, c'est l'autonomie. Obéissance à soi-même, parce que je suis capable en tant qu'être humain d'émettre un jugement moral. Je le sais que c'est pas bien, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Et Anna donne un exemple, tiré de sa vie personnelle. Elle me dit, moi ça m'est arrivé, alors je vous la fais là, Anna. Bon, moi une fois ça m'est arrivé. J'avais très envie d'avoir les trucs brillants à lèvres, là. Je sais pas comment ça s'appelle, les lips, les gloss, merci. Les glosses, voilà. Et sa maman ne voulait pas lui en acheter. Bon, elle était très frustrée, et sa meilleure copine en avait un. Et une fois, Anna dit, ma copine, elle avait oublié son gloss, voilà, dans la poche de son manteau dans le couloir. Alors j'ai demandé à ma maîtresse pour sortir faire pipi. Donc j'étais dans le couloir de l'école, il n'y avait personne. Je dis, bah oui, tu vois, tu étais comme Gigès. Alors qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai volé. Je lui ai pris à ma meilleure copine. Je l'ai mis, et je suis venue m'asseoir à ma place. Puis je la revois, Anna, elle fait, oh, j'étais pas bien. Alors j'ai demandé à la maîtresse si je pouvais ressortir, puis je lui ai remis. Et j'ai dit, Anna, qui t'a dit que c'était pas bien ce que t'as fait? Je dis, ben c'est moi. Voilà. Et après, là, le rôle de l'animateur, c'est aussi d'amener du vocabulaire qu'ils n'ont pas, là, à 6 ans, on appelle ça la conscience morale. Comment ça s'appelle? Le regret, le remords, là, vous voyez, là, on est sur un autre type de vocabulaire qui est ici, là, qui est ici celui de la conscience morale. Bon, et c'est là, vous voyez, en CP, ils sont allés chercher la phrase de Kant. Fameuse phrase de Kant, hein, sur la loi morale en moi. Et là, c'est, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais quelle fierté ils ont aussi. Hein. Et Kant pense comme Anna, quoi. Voilà. Donc ça aussi, hein, je pense que donner des références culturelles des auteurs, ça joue aussi dans l'estime de même des élèves. Là, c'était à Chantilly, donc la maman est avocate, c'est un milieu culturel assez aisé. Mais quand on le fait en SECPA, quand on le fait dans des milieux difficiles, mais quelle fierté pour ces élèves aussi de se voir reconnus aussi à la hauteur des grands philosophes. Ils disent pas avec les mêmes mots, évidemment, mais dans la profondeur. Tu vois, dans la cristallisation, quand Anna dit « j'ai la loi en moi », elle parle bien de la conscience morale et de l'autonomie, quoi. Bon, voilà. Et tout ça, vous voyez, donc on a parlé la loi dans la famille, la loi dans la société et la conscience morale à partir de l'histoire d'un berger qui découvre une bague qui rend invisible. Et c'est ça, et je pense qu'en termes d'enseignement de la morale, hein, tu as très bien commencé en disant le gros risque, c'est quand même la moralisation. Passer par ce laboratoire de l'imaginaire, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus subtil que si on commence à partir d'un vol qui a lieu dans l'école. Enfin, tu vois, c'est ce détour par l'imaginaire qui permet de démoraliser, en quelque sorte, la réflexion qu'on peut avoir, ici pour le coup, sur la morale, sur le bien et le mal et sur le rapport qu'on a à la loi. Bon. J'ai combien de secondes pour dire, mais... Non, ça va encore? Non, c'est bon, ça va encore, tu veux dire. Bon. Ah, une autre phrase que j'aime bien. Là, justement, on est en clisse à gazonfier. Là. Il y a une clisse trouble du langage ici au Mans avec lesquelles j'ai travaillé pendant 5 ans. Regardez, là, c'est Ruben. Si on est invisible, il y a quand même un témoin, c'est nous. C'est beau, ça, hein? Et je suis jamais tout seul. Je suis jamais tout seul. Il y a au moins moi. Moi, je me vois. Pas beau, ça? Alors, il y a des enfants qui disent aussi, hein, il y a Dieu. On n'est jamais seul. Ah oui. Si on croit en Dieu, effectivement, si on est croyant, ça c'est le rôle de l'animateur pour moi, hein, de redonner le statut épistémologique de l'argument. Là, ici, on est dans l'ordre d'une croyance particulière. Si on croit en Dieu, alors effectivement, on n'est jamais seul. On peut croire que Dieu nous voit et qu'il nous juge. Bon. Et si on ne croit pas en Dieu? Ruben, hein? Il y a au moins moi je suis là, et moi je me vois, et moi je me juge. Voilà. Bon, et là, il se dessine dans sa journée d'invisibilité, il met un seau d'eau sur la porte, comme ça, quand passe la maîtresse, elle... Voilà. Dieu, voilà, il se voit quand même. Alors, deuxième grande richesse de la littérature dans l'exercice du philosopher, c'est qu'elle facilite la rigueur philosophique des échanges. Philosopher, c'est pas bavarder.
c'est pas le café du commerce. Et l'animateur, ça c'est vraiment ma position, hein, que je soutiens, doit être le garant par son dispositif, par son animation, par son étayage, de cette rigueur. Alors les enfants vont évidemment pas, dès la première séance de philo, problématiser, conceptualiser, etc. Ils vont l'apprendre. On est bien dans une didactique de la philosophie. Ça va se faire peu à peu. Et c'est l'enseignant, c'est l'animateur qui est le garant de cette visée de l'exigence. Voilà, on ne l'atteint pas les premières fois. C'est ce qu'on vise. Bon. Et je crois que la littérature, c'est un support pédagogique hein, sur lequel l'animateur en philosophie peut s'appuyer pour rendre la réflexion plus rigoureuse. Alors là, peut-être que je vais pas trop développer, parce que ça, je reprends là, mon maître Michel Toddy, argumenter, problématiser, conceptualiser. Tu y reviendras peut-être tout à l'heure, Michel. Mais voilà, les 3 grandes compétences, si vous voulez, que l'animateur doit avoir à l'esprit dans une exigence de la pensée philosophique, argumenter, est-ce que tu peux donner un exemple, problématiser, c'est pas si simple que ça, conceptualiser, qu'est-ce que tu entends par, voilà. Je reprends la phrase de Florian tout à l'heure, vous vous souvenez, sur Peter Pan. On peut la lire à la lumière de cette exigence intellectuelle. Vous allez voir, les 3 y sont. Il argumente, il problématise, il conceptualise. Dans la même intervention, on peut regarder Florian. Il y en a qui ne veulent pas grandir. Là, il problématise. C'est pas si simple. C'est le 8 mai. Voilà, c'est pas si simple que ça. Bon. Parce que, comme Peter Pan, il ne veut pas grandir, il argumente par un exemple littéraire qui a valeur de vérité. Il y en a qui ne veulent pas grandir parce qu'ils disent qu'on prend trop de responsabilités quand on est grand. Il y a le « on » qui généralise. Et surtout, il donne un attribut au concept de grande personne. Être une grande personne, pour Florian, c'est avoir des responsabilités. Non. Et là, on a les 3. Mine de rien, c'est parce qu'on voilà, on fait de la recherche, on filme, on retranscrit, qu'on peut voir que, évidemment, dans l'urgence de l'animation, on ne les voit pas toujours. Hein. Cette richesse, cette rigueur intellectuelle dans une intervention d'enfant. Mais il y a bien ici les 3 grandes compétences hein, que Michel, a, dans ses propres travaux, hein, a bien déterminées comme les 3 grandes exigences du philosophé. Problématiser, argumenter, conceptualiser. On a les 3 dans cette intervention de Florian. Non. 3e bonne raison d'utiliser la littérature, et c'est peut-être même la plus importante, on l'a déjà évoqué lors des journées, elle sert de médiation, c'est ce que j'ai appelé, c'est pas original, hein, une bonne distance, voilà, entre le conseil, l'expérience personnelle qui est trop chargée d'affect, d'émotivité, pour réfléchir. Je dis souvent, on ne philosophe pas sur la mort quand on est en plein deuil. On ne philosophe pas sur l'amour quand on est en plein chagrin d'amour, on pleure à ce moment-là, bon, hein, ou on est en colère, ou, voilà. Quand on vit quelque chose de douloureux, de difficile, on ne philosophe pas. Voilà. On a besoin d'être consolé, de se confier, de boire des coups, tout ce que vous voulez, mais la philo, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Bon. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop abstrait non plus. C'est souvent ce qu'on reproche le plus à la philosophie. Je crois que c'est Dominique, hein, tu soulignais, il y a le côté un peu psychologique, hein, la philo, etc. Donc là, c'est la dérive un peu trop personnelle, etc. Il y a l'autre dérive qu'on connaît plus, hein, qui est la philosophie qui est abstraite, qui est déconnectée. C'est la servante qui se moque de Thalès parce qu'il tombe dans son puits. Ah, le philosophe, il est dans ses idées, tata, mais il ne voit pas le réel. Donc, vous avez ces 2 risques de dérive, hein, le trop intime et le trop abstrait. Et ça, c'est le rôle de l'animateur dans l'atelier de philo, aussi, d'instaurer une bonne distance. C'est pas la psychothérapie de groupe. Et évidemment, avec des enfants, Cécile Roblin soulignait bien aussi, quand on enseigne surtout dans les zones difficiles, on ne peut pas avoir un message voilà, qui est transmissif, pyramidal. Il faut que les enfants se sentent concernés, mais pas trop. Comment on fait ? Comment on fait la littérature ? Voilà, hein, c'est une des fonctions aussi de la littérature. C'est ce que j'ai appelé aussi dans mes recherches le paravent du personnage. C'est pas original du tout, hein, déjà Aristote disait ça. Enfin voilà quoi. Donc, mais c'est l'idée que je vais quand même pouvoir prendre la parole publiquement sur des questions qui sont intimes, qui sont personnelles, que je me pose dans ma vie à moi, mais en n'employant pas la première personne du singulier. Voilà. On ne dit pas je, mais c'est Peter Pan. D'ailleurs, Florian, si on reprend la phrase de Florian, je peux faire l'hypothèse que Florian a peur de grandir, mais que jamais, au grand jamais, il prendrait la parole devant ses copains, etc., pour dire « Attends, moi j'ai peur ». Non, c'est pas moi qui ai peur, hein, c'est ça, hein, c'est pas moi qui ai peur, hein, c'est Peter Pan.
Non, c'est une hypothèse. Alors, j'ai un exemple qui est encore plus flagrant de ce que j'ai appelé le paravent du personnage. Je vous ai mis là la couverture de Stalbon. J'espère que vous le connaissez. C'est une adaptation absolument magnifique de Cyrano, voilà, illustré par Rebecca d'Outremer. Alors, c'est un album que j'utilise dans une séquence, ça ne vous étonnera pas, sur le thème de l'amour. Et le propos d'enfant que je vais vous montrer, qui illustre ce que j'ai donc appelé ce paravent du personnage, la littérature où le personnage m'aide à prendre publiquement la parole sur des questions intimes, mais en me protégeant. Non donc l'exemple là que je vais vous donner, il est tiré d'une séance qui a lieu en 4e SECPA. C'était là, ici, à Alonne. Bon. J'utilise, j'aime pas le verbe utiliser, la littérature, je sais instrumentaliser, mais bon, voilà, non, je fais appel. Mais j'essaye, non mais c'est vrai que j'essaye de dire je fais appel à la littérature plutôt que j'utilise, parce qu'on voit bien que le verbe utiliser, il soulève l'idée de l'instrumentalisation de la philosophie par la littérature. Donc je préfère dire, je fais appel, bon je m'appuie. Sur cette adaptation de Cyrano, parce qu'il y a une scène qui m'intéresse en particulier, c'est la scène où Cyrano va proposer son aide à Christian. Vous connaissez l'histoire, hein. Cyrano est amoureux de Roxane, sa cousine, bon, il n'ose pas lui avouer son amour, et il va proposer à Christian de l'aider à séduire celle qu'il aime. Vous feriez ça, vous hein? Non. Vous connaissez la suite de l'histoire, effectivement, il souffle les poèmes, la scène du bosquet, Roxane épouse Christian, étant persuadée que c'est Christian l'auteur des lettres, etc. Christian meurt à la guerre, Roxane éplorée passe toute sa vie au couvent, et à la fin de l'histoire, Cyrano lui rend visite et il lui apprend qu'il est l'auteur des lettres. Cyrano aime-t-il Roxane? C'est de l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Quand on aime vraiment quelqu'un, est-ce qu'on agit comme agit Cyrano? Ah, je vous dis pas les débats que ça peut avoir. Mais oui, est-ce que c'est de l'amour? Vous aideriez, vous, votre rival à séduire celui ou celle que vous aimez? Vous laisseriez celui ou celle que vous aimez 30 ans au couvent? Je sais pas, c'est de l'amour ou pas? Alors j'ai tout eu sur Cyrano, c'est un pervers narcissique, c'est bon. Finalement, quand on examine voilà, ce que Cyrano, et vous vous mettez à la place de Roxane, qu'est-ce qu'elle éprouve, Roxane? Vous aimeriez être à sa place? Bon, enfin, oui, bon, bref. Lucas, qui est un enfant, je vous jure que c'est vrai, c'est un enfant qui d'habitude est mutique. La maîtresse me dit, quand il prend la parole, elle me dit, mais il parle, en gros, quoi. Il parle. Et là, la colère, il y a aussi l'émotion, etc., ce paravent du personnage. Regardez, là, Lucas qui prend la parole à ce moment-là, mais il y a un lapsus, vous allez voir. Hein. Cyrano, il n'a pas raison d'écrire à la place de Christian, mais il est fou. Il aime Roxane et il aide Christian, mais c'est nul. Je la laisse pas à un autre. Il est nul de faire ça. Voilà. Vous voyez, ce jeu qui surgit comme un lapsus presque révélateur, de ce paravent du personnage, et on sent bien que cet enfant, ils sont en 4e, ces thèmes de l'amour, forcément ça les intéresse d'un point de vue privé, d'un point de vue intime. Mais c'est comme nous en tant qu'adultes, si je vous demande, allez, on va faire un atelier philo sur l'amour, et on va parler que de votre vie amoureuse, on va dire, ça ne te regarde pas. Voilà. Et je vous dis, vous parlez de l'amour, mais vous ne me donnez aucun exemple. Trop abstrait. Donc là aussi, hein, le personnage ou les situations littéraires, parce que là, plus que le personnage encore, c'est la situation, hein, Cyrano qui aide son rival à séduire la personne qu'il aime. Donc c'est cette situation-là qui est problématique, voilà, qui va permettre aux enfants de s'exprimer, et donc à travers leur prise de position, hein, Cyrano aime-t-il ou non Roxane, de dévoiler finalement qu'est-ce que ça veut dire pour eux qu'aimer quelqu'un. Voilà, 3 grandes raisons d'utiliser de faire cet appel à la littérature, hein, le laboratoire de l'imaginaire, facilite la rigueur intellectuelle des échanges, et puis cette bonne distance qu'instaure le récit entre l'expérience personnelle et le concept. Conclusion?
15h50. Bah, tu vois, parfait. En conclusion, allez, bah, je vais terminer en faisant référence à la philosophie des Lumières, les Lumières de la fiction. Je crois que c'est ma plus grande fierté dans ce colloque, c'est d'avoir trouvé le titre. Après, c'est Nathalie qui s'occupait de tout le reste. J'ai juste trouvé le titre. Les Lumières de la fiction, moi qui suis 18e-iste, hein, c'est vrai au départ, hein, j'ai travaillé sur Rousseau, Diderot, et même ça, ben, c'est-à-dire si je me suis éloignée de mon champ de recherche au départ, hein, maintenant avec la philo, avec les enfants, sur ce lien entre la littérature et la philosophie, mais je soulignerai par une dimension un peu politique, oui, j'allais dire poétique et politique, de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Non. Je crois que l'héritage de la philosophie avec les enfants est consubstantiel à la pratique de la philosophie avec les enfants. L'héritage de la philosophie avec des Lumières hein, est consubstantiel à la pratique de la philosophie avec les enfants et des visions de l'école et de la cité qui la soutiennent. Je pense que c'est pratique. Et ce lien aussi qui est tissé entre la philosophie et la littérature, et c'est Claire qui a dû partir malheureusement, mais qui l'a bien rappelé avec Martin Nussbaum. Hein, les humanités, c'est pas qu'une fioriture. Les humanités, c'est au cœur du fonctionnement de la démocratie. Hein, et nous avons un rôle éminemment politique, à la fois dans l'enseignement de la littérature, dans l'enseignement de la philosophie, et dans ce rapprochement entre nos disciplines, et dans ce rapprochement dès l'enfance de ces disciplines. Hein. Et en ce sens, les ateliers de philosophie avec les enfants nous donnent un modèle de ce que devrait être l'école au quotidien, c'est-à-dire une école philosophique, non pas 1 heure de philo par semaine, mais la philosophie au cœur de tous les apprentissages. Voilà. Et voilà. Je donne le site de la chaire UNESCO, hein, vraiment n'hésitez pas à liker, comme on dit, la page Facebook, vous aurez toutes les informations. C'est 4 ans, une chaire UNESCO renouvelable, on espère bien voilà, qu'on est encore là pour 8 ans, pour mettre en synergie toutes les énergies, pour le coup international, autour de ces pratiques philosophiques et littéraires, parce que moi, encore une fois, là, si on organise ce colloque-là, c'est bien aussi pour faire vivre la coexistence de nos 2 disciplines dans cette même visée politique.